TF1 20h avec Jean-Claude Bourret. Le pape à Mayence, Jean-Paul II a enfin séduit les Allemands. Henry Kissinger à TF1, Reagan sera ferme avec Moscou. 7 législatives partielles dimanche prochain. Qui succédera à Robert Fabre à Villefranche-de-Rouergue? C'est le thème de la première enquête sur ces élections. Patinage artistique, Jean-Christophe Simon en route pour le titre de champion d'Europe. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. 250 000 personnes ont fait un accueil extrêmement chaleureux à Jean-Paul II cet après-midi à Mayence. La chaleur de l'accueil a d'ailleurs un peu compensé une météo fort maussade. Sur place, l'un des envoyés spéciaux de TF1, Bernard Chevalier. Jean-Paul II s'est vite mis sur orbite ici en Allemagne. Il n'a apparemment pas tenu compte des critiques qui s'étaient faites ces dernières semaines sur l'opportunité de son voyage. Sa présence n'a qu'un but, visiter les catholiques, les stimuler, les mettre en face de leurs responsabilités. Et il semble bien ce soir que le style du pape, celui de tous ses voyages, ait déclenché chez les catholiques allemands un enthousiasme croissant. Un enthousiasme qui, en tout cas, a balayé la contestation des milieux intellectuels. En effet, les catholiques sont heureux de voir le pape, de le toucher et aussi de bénéficier de ses bons mots. Ce matin, après la messe sous la pluie à Osnabrück, le pape s'écrie « J'espère que vous n'êtes pas trempés jusqu'aux os ». Heureux aussi de prier avec lui et pas mécontent de réentendre chez eux rappeler les grands axes de l'enseignement du souverain pontife. Ainsi, en fin d'après-midi, devant 250 000 personnes à Mayence, il incite les fidèles à se préoccuper davantage de la misère du tiers-monde. Il fait aussi une allusion implicite au problème du chômage et estime que des concentrations d'entreprises pouvaient se révéler nécessaires sans que les ouvriers en supportent seuls les conséquences. Sur l'œcuménisme, Jean-Paul II n'a pas encore tout dit, puisqu'il rencontre demain matin le président du Conseil des Églises protestantes. Dans un premier temps, il estime que chaque communauté chrétienne doit approfondir sa foi. C'est la condition première du dialogue, d'un dialogue qu'il faut poursuivre. Et les fidèles qui écoutaient ces paroles ce matin l'applaudissent. Bref, le pape, à n'en pas douter, entreprend une véritable restauration de la vie des catholiques. Et cela semble ne pas déplaire à ses auditoires. Reste à savoir maintenant de quelle façon pratique ils en tireront les conséquences. Beaucoup d'Allemands, bien au-delà des sphères catholiques, ont apprécié ces paroles courageuses et clairvoyantes sur la réunification de l'Allemagne, surtout à une époque où les leaders politiques n'osent plus en parler ouvertement. Enfin, Jean-Paul II se préoccupe des problèmes du moment. Tout à l'heure, il souhaitait que la conférence de Madrid contribue à renforcer la paix dans le monde. C'était peut-être sa façon à lui de reprendre le mot de Paul VI, jamais plus la guerre. Nous ne voulons pas changer de majorité, c'est ce que Claude Labbé, président du groupe RPR à l'Assemblée nationale, a confié à Yves Mourouzi sur France Inter aujourd'hui. Pour M. Claude Labbé, il faut agrandir et élargir la majorité. Jacques Blanc estime que Georges Ségui devrait passer la main. Le secrétaire général du PR pense que M. Ségui devrait tirer la rude leçon qu'a infligée à la CGT le secteur public et nationalisé la semaine dernière. La CGT n'appellera à voter pour aucun candidat, ni Georges Marchais, ni un autre. C'est ce qu'a déclaré tout à l'heure Henri Kradzouki, le numéro 2 de la CGT, qui était l'invité du club de la presse d'Europe 1. Fin de la 13e convention des clubs Perspectives et Réalité. Il s'agissait pour l'UDF de réfléchir aux grandes orientations du second septennat de Valéry Giscard d'Estaing. De Bordeaux, Daniel Duigou. Pendant cette convention des clubs Perspectives et Réalité, qui est la première à avoir rassemblé autant de délégués en province, au total 1800, on a d'abord et avant tout parlé du futur, de l'après-présidentiel, et cela pour définir la société de demain. Pour nous, l'effort de longue durée qui est déjà largement entamé, mais qu'il faut amplifier et qu'il faut sur certains points infléchir, doit porter sur 3 orientations essentielles. D'abord, donner à l'homme toute sa dimension pour affronter les chocs du futur. Ensuite, construire avec patience, avec opiniâtreté, une société de liberté et de responsabilité. Enfin, rendre la France plus solidaire et l'ouvrir au monde.
L'élection présidentielle n'a pas été pour autant oubliée. Témoin cette intervention de Michel Pinton sur la multiplication des candidatures. Les premiers pas vers cette élection présidentielle ne se passent ni dans la grandeur, ni vraiment dans la dignité qui serait souhaitable. Il y a aujourd'hui, vous le savez aussi bien que moi, quelques 30 candidats annoncés. Ces 30 candidats, ils sont d'accord que sur une seule chose, jusqu'à nouvel ordre, c'est qu'ils désirent prendre la place de celui qui s'y trouve. Ce ne sont pas des candidats de rassemblement, ce sont des candidats de division. Ou plutôt, j'aurais pu vous dire ça il y a quelque temps, mais j'en viens maintenant, j'aurais dû vous dire maintenant, des candidats de subdivision, voire même des candidats de boutique, pour ne pas parler malheureusement de candidats de cabaret. Candidat de cabaret, évidemment, M. Pinton fait allusion à Coluche qui est candidat à la présidence de la République. Il affirme pouvoir réunir facilement les 500 signatures d'élus nécessaires. Le Nouvel Observateur fait d'ailleurs sa couverture avec Coluche dans son numéro qui paraît demain. Et un sondage réalisé auprès de 500 lecteurs du Nouvel Observateur montre que 28% d'entre eux se déclarent prêts à voter Coluche au premier tour. Il s'agit là d'un phénomène que les spécialistes politiques du Nouvel Observateur analysent d'ailleurs avec beaucoup d'inquiétude. Mais en attendant que le phénomène Coluche soit pris en compte par un éventuel sondage, plusieurs de ces sondages sont parus ce week-end. On peut y constater que le bilan du président de la République est jugé plutôt négatif, mais que le président Valéry Giscard d'Estaing conserve la faveur dans ces sondages, et notamment face à François Mitterrand, puisqu'il y a des pourcentages assez impressionnants qui sont donnés. Alors, le point avec Patrice Duhamel. Oui, il faut dire, je crois que nous allons vivre pendant les 23 semaines qui nous séparent encore du premier tour à l'heure et au rythme des sondages qui sont, je crois qu'il faut le rappeler très clairement, des instruments d'observation et d'analyse privilégiés, mais qui ne doivent être interprétés que comme une photographie de l'opinion, une sorte d'instantané. Exemple, ce sondage IFOP Le Point réalisé entre le 28 octobre et le 8 novembre sur un échantillon de 2561 personnes. 3 constatations. D'abord, malgré un léger fléchissement, le président Giscard d'Estaing reste largement en tête au premier tour avec un score de 36 à 41% selon les hypothèses, au second avec 60% d'intention de vote contre 40% à François Mitterrand. Deuxième observation, Michel Debré remonte et rattrape Jacques Chirac dans le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est-à-dire un premier tour avec notamment Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Georges Marchais, Jacques Chirac et Michel Debré. Ce dernier obtiendrait 7,5% contre 8% au président du RPR. Troisième observation, à l'exception de Brice Lalonde, l'écologiste, dont le score varie de 5 à 6% selon les hypothèses, les autres candidats restent très loin. Marie-France Garot, par exemple, est créditée de 1 à 2% d'intention de vote. Un autre sondage réalisé par l'Institut Louis Harris auprès de 1000 personnes, réalisé du 13 au 15 novembre, tout de suite après la candidature de François Mitterrand, sondage publié demain par Le Matin, ne retient qu'un scénario, celui dont nous parlions il y a un instant, et donne les résultats suivants. Valéry Giscard d'Estaing, 35%, François Mitterrand, 20%, Georges Marchais, 18%, Jacques Chirac, 11%, Michel Debré, 6,5%, vous voyez l'écart au RPR d'un sondage à l'autre, et Brice Lalonde, 4,5%, les autres candidats étant très nettement distancés. Au second tour, Valéry Giscard d'Estaing, 58% contre 42% à François Mitterrand. Cette enquête compare aussi les images du chef de l'État et du leader socialiste. Interrogées sur la confiance qu'elles accordent à chacun des deux hommes pour régler les grands problèmes du moment, les personnes interrogées placent très largement en tête le président Giscard d'Estaing, et il apparaît qu'une bonne partie de l'électorat communiste manifeste de la méfiance ou de la réserve pour le candidat socialiste François Mitterrand. C'est sans doute le résultat de la polémique incessante, on l'a encore vu ce week-end, entre PC et PS. Alors bien sûr, il ne s'agit, rappelons-le, que d'un sondage. À un moment donné, la situation peut évoluer, mais ces résultats seront sans doute très commentés et analysés à la loupe dans certains états-majors politiques. Il y aura en tout cas un véritable sondage grandeur nature dimanche prochain avec 7 législatives partielles qui concernent 500 000 électeurs. Ce sera un test fort intéressant à 6 mois des présidentielles. Notre envoyé spécial Bruno Mazur s'est rendu dans la 2e circonscription de l'Aveyron où il s'agit de remplacer Robert Fabre, nommé médiateur. Robert Fabre, maire depuis 27 ans et député depuis 18 ans, s'était bâti ici une sorte de fief. Et par sa personnalité, il avait, il faut bien le dire, fait quelque peu le vide dans cette circonscription. Un vide qui se transforme actuellement en trop-plein. En effet, avec un enseignant de 34 ans pour la Ligue communiste révolutionnaire et une employée de bureau de 32 ans pour Lutte ouvrière, ils sont 8 à briguer la succession. Un trop-plein qui a provoqué des luttes fratricides dans les deux camps. À gauche, tout d'abord, où le successeur de Robert Fabre au Conseil général, un médecin de 49 ans,
présenté par le MRG et bien implanté localement, et qui devrait faire normalement figure d'héritier, se heurte à la rude concurrence de son collègue socialiste au conseil municipal, un enseignant de 42 ans qui, soutenu par les vedettes du parti, fait une campagne active en dénonçant au passage l'aventure politique de Robert Fabre. Deux candidats de gauche renvoyés dos à dos comme complices du pouvoir par le candidat communiste, 46 ans, mineur à Decazeville, qui espère bien dépasser les 15% obtenus en 78, 15% qui pèseront lourd lors du second tour. Dans le camp de la majorité, la situation apparaît tout aussi confuse, puisque 3 candidats sont également en piste. Tout d'abord, pour le PR, l'adversaire de toujours de Robert Fabre, un exploitant agricole de 61 ans, bien implanté et soutenu par les élus locaux, qui n'ont pas apprécié de voir les instances parisiennes de l'UDF investir un homme plus neuf, d'origine CDS, un médecin de 40 ans, qui bénéficie de la machine électorale de l'UDF et se présente comme le candidat du président. Un troisième homme espère bien départager ses 2 frères ennemis giscardiens, le candidat RPR, 34 ans, fondé de pouvoir, qui compte beaucoup sur l'audience de Jacques Chirac en milieu rural. En effet, les éleveurs ont beaucoup souffert ici de la fameuse campagne de boycott du veau, dans une région qui pratique pourtant encore beaucoup l'élevage sous la mer. Dans les campagnes, on s'inquiète également de voir les jeunes quitter de plus en plus nombreux le pays, car dans le bassin houiller de Decazeville, à l'est, il n'y a pas de travail pour eux, bien au contraire, le chômage s'accélère. Bref, c'est une région calme mais inquiète qui va voter dimanche. Les 64 000 électeurs écoutent les uns et les autres, mais comme Robert Fabre, très discret actuellement, ils ne font pas de confidence. La personnalité de Robert Fabre brouillait complètement les cartes et sa succession s'annonce totalement ouverte, ce qui en fait son intérêt pour les états-majors politiques qui apparaissent ici, entre le COS et le Ségala, complètement dans le brouillard. Henry Kissinger est arrivé à Paris ce soir. Il a été reçu par M. Jean-François Poncet, le ministre français des Affaires étrangères. L'ancien secrétaire d'État fait partie du comité qui étudie la politique étrangère pour le nouveau président Ronald Reagan, en attendant qu'il prenne véritablement ses fonctions à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Pour Henry Kissinger, les otages américains détenus en Iran seront libérés précisément avant le 20 janvier, mais l'ancien secrétaire d'État, qui pourrait jouer un rôle au sein de la nouvelle administration Reagan, a fait d'autres confidences à Jacqueline Dubois. On dit que la nouvelle attitude du président Reagan, jugée plus agressive vis-à-vis de l'Union soviétique, pourrait conduire à la guerre. Tout d'abord, je ne qualifierai pas l'attitude du gouverneur Reagan comme étant plus agressive. Ce serait plutôt une défense ferme des intérêts nationaux américains. L'histoire nous a montré qu'il est plus facile de traiter avec l'Union soviétique quand on a une politique étrangère prévisible, fondée sur une définition claire des intérêts nationaux. Comment voyez-vous la situation en Pologne? Je pense que c'est une démonstration parfaite de la faillite du système communiste, puisqu'après une génération au pouvoir, dans un État qui s'appuie sur la classe ouvrière, les ouvriers en sont arrivés à fonder leurs propres syndicats. C'est la faillite du credo communiste dans son ensemble. Et d'un autre côté, en Pologne, la situation demeure très délicate. Une intervention soviétique serait contraire aux intérêts de tout le monde, et les soviétiques doivent bien comprendre qu'une intervention mettrait fin à tout espoir d'arriver à la détente. L'Irak a repris son offensive après quelques jours d'accalmie. Les tanks irakiens se dirigent toujours plus profondément en territoire iranien et notamment sur la route d'Awaz, une capitale provinciale. Il y a trois jours, les volontaires de plus de 65 ans ont été engagés et l'armée irakienne fait même appel aux enfants. Un reportage de notre envoyé spécial Alain Chailloux. Contre l'Iran, contre le régime raciste de Khomeini, chaque jour la propagande irakienne se déchaîne. Ainsi l'a voulu le maître de l'Irak, Saddam Hussein, qui dirige son pays d'une main de fer. Pour encadrer la population, pour la surveiller aussi, il y a la milice populaire. 250 000 personnes. Et parmi eux, beaucoup de garçons et de filles de 8 à 18 ans qu'on appelle avant-garde ou pionniers.
Enrégimentés, endoctrinés, ils suivent leurs cours dans des écoles spéciales, apprennent par cœur la doctrine officielle, celle du parti basse, parti socialiste laïque, au pouvoir depuis 1963, et répètent que Saddam Hussein est le nouveau Nasser du monde arabe. Menons la lutte avec Saddam Hussein. Avec lui, nous triompherons des infidèles, de ceux qui ne croient pas. Même nous, les enfants, nous savons que la patrie ne veut pas d'eux. On a peine à croire, en les entendant, qu'il s'agit du même Saddam Hussein qui a noyé l'opposition dans le sang, fait pendre en place publique il y a quelques années 23 officiers parce qu'ils étaient communistes, et en juillet dernier fait exécuter l'imam Gaber Sadr, leader de la communauté chiite. Les jeunes pionniers, en uniforme bleu jusqu'à 12 ans et en tenue léopard beige ensuite, on les voit partout dans Bagdad où ils participent efficacement à la défense civile depuis le début du conflit. Ils étaient 1300 dans le camp où nous avons pu les filmer à l'ouest de Bagdad. Chant et marche pour tous. Et pour les plus âgés, entraînement de commando, entraînement au close combat et séance de tir. Leur arme préférée, la Kalachnikov soviétique. À tous ces exercices, garçons et filles participent avec une ferveur quasi mystique. Et tous trouvent juste la guerre pour le châtel arabe. Écoutez plutôt Djemila, elle a 10 ans. L'armée irakienne sait qu'il ne faut pas prendre la terre des autres. Mais si elle a pris position sur l'autre rive du châtel arabe, c'est parce que ces terres nous appartiennent. Et ce que le gouvernement iranien doit savoir, c'est que nous ne céderons pas et qu'il devra nous rendre ce qui est à nous. Tous suivent les événements du front avec la plus extrême attention. La résistance iranienne les a surpris, bien sûr, mais ils n'ont pas perdu la foi et croient dur comme fer à la victoire finale. Ils brûlent aussi tous d'envie d'aller à la guerre. Es-tu prêt à aller te battre? Oui. As-tu envie d'aller à la frontière? Oui, oui. Et es-tu prêt à tuer tes ennemis? Oh oui, et spécialement Khomeini. Et c'est ainsi. Alors que dans le monde, les enfants du même âge s'amusent parfois à jouer à la guerre, les gamins de Bagdad, eux, rêvent de la faire vraiment. Explosion d'un dépôt de munitions en Thaïlande, une explosion extrêmement meurtrière, 37 morts et plus de 300 blessés. C'est la principale fabrique d'armement de Bangkok qui a été gravement endommagée par une série d'explosions. Un communiqué de l'armée thaïlandaise affirme ce soir que cette explosion est accidentelle. 4 immeubles et 3 cités habitées par des ouvriers de l'usine ont été pulvérisés et les vitres ont volé en éclats dans un rayon de 2 km sous la violence du souffle. Cette explosion a provoqué un violent incendie qui gêne considérablement les opérations de secours. Cette fabrique d'armement était spécialisée dans les obus et dans les roquettes anti-chars. Reconstitution du triple meurtre dans l'hypermarché Mammouth de Béziers. Réco, le suspect numéro 1, a refusé de participer à cette reconstitution qui a bien eu lieu malgré tout avec l'ensemble des témoins du drame. Peu de temps après le triple meurtre, le 22 décembre de l'année dernière, Jean-Pierre Berthet avait pu reconstituer minutieusement le trajet du tueur, un reportage qui reste aujourd'hui un document. Deux portes. À gauche, le tueur est entré. À droite, le bureau des surveillants. Un bureau désert pendant le hold-up pour cause de déjeuner. Sur les images qui vont suivre, l'œil de la caméra s'est substitué au regard du tueur. Dans cette salle de comptage, à la veille de Noël, 3 jeunes femmes étaient au travail.
Sylvette Morel, 27 ans, mariée, un enfant. Josette Alcaraz, 27 ans, célibataire, employée à la salle du coffre. René Chamaillou, 29 ans, fiancé, employé à la salle du coffre. Apparemment, René Chamaillou devait être assise ici et Josette devait être assise ici à ce fauteuil. La troisième victime, Madame Morel, arrivait du magasin avec sa recette. Tout porte à croire qu'elle s'est trouvée nez à nez avec l'agresseur au moment où il sortait de la salle du coffre. Frappée au visage, la jeune femme a eu plusieurs dents cassées, vraisemblablement par le canon d'un revolver. Et comme on a relevé des traces de sang sous ses pieds, il est à peu près certain que Madame Morel a été abattue la dernière. Exécution. C'est le terme employé par des policiers pour qualifier la froide détermination et la cruauté avec lesquelles le tueur a agi. Méthodiquement, presque sans bousculade et sans aucun désordre, il a supprimé les 3 employés d'un même geste impitoyable, une balle dans la nuque. Et il est reparti avec un butin de 639 000 francs, en laissant derrière lui 3 victimes innocentes et aucune trace de son triple crime, si ce n'est le dérisoire impact d'une balle sur le sol. Le promoteur immobilier français Henri Tourné a qualifié de machination judiciaire la décision de la Cour d'assises de la Manche d'hier. Henri Tourné, qui était jugé par contumace, a été condamné à 15 ans de réclusion et 20 000 francs d'amende. Il s'agit de l'affaire des terrains de Ramatuelle, dont le ministre Robert Boulin avait longuement parlé dans sa lettre posthume. M. Boulin portait 3 accusations. Contre le juge d'instruction chargé de l'affaire pour avoir monté contre lui une machination, écrivait-il, contre le ministre de la Justice Alain Perfit pour n'avoir pas mis fin à cette machination, et contre la presse pour avoir mené campagne contre lui à propos précisément des terrains de Ramatuelle. Les assises de la Manche ont donc fait la lumière hier soir sur cette affaire compliquée, et après la cour d'appel de Caen, la cour d'assises de la Manche a confirmé que le terrain sur lequel Robert Boulin avait fait construire lui avait bien été donné par Henri Tourné et non pas vendu, comme M. Boulin l'affirmait. Le jugement d'hier soir met donc hors de cause à la fois le juge d'instruction, le ministre de la Justice et la presse. Le coût du chauffage des immeubles va devenir considérable au cours des 10 prochaines années. C'est ce qu'estime un rapport américain publié hier. Cet organisme, le célèbre World Watch Institute, estime que dans les 10 ans, les pays industrialisés devront pouvoir réduire de 75% leurs besoins en fioul grâce à de nouvelles constructions. Cet institut américain estime que 5 millions de maisons solaires seront construites dans les 10 ans en Europe et aux États-Unis. Actuellement, les États-Unis comptent 20 000 maisons solaires et la France un peu moins d'1 millier. La page de sportive maintenant avec Daniel Potra. La page de sportive maintenant avec Daniel Potra. Eh bien, c'est encore la course à pied et le sport pour tous qui sont à l'honneur aujourd'hui. Chantal Langlacé a terminé 5e du marathon féminin de Tokyo, un marathon remporté par une mère de famille anglaise de 43 ans, Joyce Smith, qui a 2 enfants mais qui court très vite. Elle a couvert les 43 km en 2h30. Et puis, après la saison des courses en ville, voici les crosses dans la nature, le cross du Dauphiné à Grenoble sur ces images, mais aussi le cross du Midi-Libre, du Télégramme de Brest, le cross du Méridional à Marseille qui a été gagné par l'anglais Hackney, le cross de la montagne au-dessus de Clermont-Ferrand, premier Bussière, le cross de Nice Matin, Villeneuve-Loubet, premier Patrick Clabot de Cannes, et à Douai, victoire de l'anglais McCullen. Et puis donc, 30 ou 40 000 athlètes ont couru aujourd'hui. Et cette épreuve la plus importante, celle de Grenoble, a été remportée en l'absence de Renault par l'anglais Julian Gauter, qui avait déjà gagné Paris-Versailles récemment. 2e Ford, 3e et 4e des Belges. Le premier français Thierry Vatrice est 5e. Le voici qui va arriver. C'est lui. Dans les sports d'équipe, il faut noter surtout les progrès extraordinaires faits actuellement par les joueurs de hockey sur glace françaises en championnat de France. Ces progrès sont dus certainement à l'arrivée de jeunes franco-canadiens comme Guy Dupuis à Villard-de-Lans. Villard-de-Lans qui est en tête du championnat de France devant Viry-Châtillon. En rugby, il n'y a pas de résultat surprenant à noter aujourd'hui. Il faut seulement souligner que Joannel, le 3e ligne international, a été blessé au cours du match Brive-Bègle.
Et il n'est pas certain de pouvoir tenir sa place dimanche avec l'équipe de France contre la Roumanie. En jeu à 13, il y a 3 équipes en tête du championnat de France, Pia, Roanne et le 13 catalan. En basketball, il y en a 2, Villeurbanne et Le Mans. Et puis en football, hier à Monaco, nos juniors ont triomphé des juniors allemands 5-0. C'est certainement de bon augure à 3 jours du match que l'équipe de France A va jouer à Hanovre contre l'équipe d'Allemagne A. Et puis, en tennis, bon résultat pour Dominique Bedel qui a remporté le tournoi de Bogota. Bedel a battu en finale le Brésilien Kiermaier en 2-7 et Bedel avait auparavant triomphé en demi-finale de Yannick Noah. Et ici, nous retrouvons John McEnroe opposé à Solomon. Il s'agissait hier de la demi-finale du tournoi de Wembley. McEnroe a triomphé facilement dans cette demi-finale en 2-7, 6-3, 6-2. Je le répète, c'était hier après-midi. Et aujourd'hui, il y a quelques instants, eh bien, McEnroe a battu en finale un autre Américain, Jen Mayer, en 3-7. Il a confirmé d'ailleurs au cours de ces échanges qu'il avait toujours aussi mauvais caractère, mais qu'il était toujours aussi bon sur les surfaces rapides. Une surface rapide, la glace, patinage artistique à la haie. Jean-Christophe Simon est notre espoir depuis 4 ans pour succéder à Giletti, Calma, Perra. Il a été malade il y a 2 ans, il manquait d'entraînement l'an passé, mais cet hiver, à 20 ans, il semble capable d'atteindre son objectif, être champion d'Europe en février à Innsbruck. Même si ses adversaires n'étaient pas terribles à la haie, Jean-Christophe Simon a gagné nettement en réussissant en particulier 5 triples sauts. Il lui manque encore... Il lui reste encore à faire des progrès en chorégraphie. C'est ce qu'il ira faire aux États-Unis à la fin de l'année chez le célèbre Carlo Fassi, l'entraîneur des derniers champions olympiques Curry et Cousins. Bravo et quel travail pour en arriver là. Le tiercé maintenant, eh bien pas de surprise dans le tiercé cet après-midi à Auteuil, vous allez le voir dans quelques secondes sur votre écran de télévision. Témir le voici, Kazakh noir, va sauter en tête les derniers obstacles, il va l'emporter nettement. La seconde place sera pour Prince Enfant, venu de très loin, et la troisième pour Marouet. Le terrain était très lourd, on termine un peu essoufflé et c'est évidemment normal. Fait donc jouer le 8, le 3 et le 6 qui rapportent dans l'ordre et pour 5 francs 807 francs 50, dans un ordre différent, toujours pour 5 francs, 161 francs 50. La météo maintenant, eh bien le satellite météo nous montrait ce matin à 11 h une Europe coupée en deux par une grande écharpe de nuages allant du Portugal à l'Allemagne. Évidemment, de part et d'autre de cette zone nuageuse, il y avait du soleil, notamment en Bretagne, en Normandie et dans tout le Midi. Demain lundi, toujours du beau temps dans le Midi, mais dans le Nord, il y aura des nuages, du vent et même de la tempête sur les côtes de la Manche. C'est Jacques Poux qui vous présentera le dernier journal aux environs de 22 h 50. Bonsoir et merci.